Bonjour à tous. Si tu veux faire du machine learning, il y a une chose que tu ne peux pas éviter. C'est tes données. Sans bonnes données, ton modèle ne vaut rien. Mais le problème, c'est que les données brutes, c'est souvent tout mélangé. Des cases vides, des colonnes inutiles, des formats bizarres. Il te faut un outil pour tout nettoyer et organiser. Et cet outil, c'est Panda. Aujourd'hui, on va voir comment manipuler et explorer des données avec Python étape par étape. Si tu suis la chaîne, tu sais qu'on a déjà vu NumPy. Panda, c'est le niveau suivant. Et comme d'habitude, on va faire ça ensemble, simplement. Prêt? On y va. Tu as déjà eu un fichier Excel avec des milliers de lignes. Tu veux filtrer, trier, calculer des moyennes. C'est pas simple. C'est exactement là que Panda intervient. Mais avant de parler du code, une petite question. D'où vient ce nom, Panda? En fait, ça vient de Panel Data. C'est un terme qu'on utilise pour parler de données rangées en lignes et en colonnes qui changent avec le temps. Le créateur a pris pan du panel et da du data. Et elle a obtenu Panda. Donc, l'objectif de Panda c'est quoi? Te donner des outils simples pour travailler avec tes données. Tu as un NumPy en dessous qui fait le gros travail et Panda par-dessus qui te facilite la vie. C'est comme passer d'une voiture manuelle à une autre automatique. Même moteur, mais tu conduis plus facilement. Et pourquoi tout le monde l'utilise? Déjà, c'est facile à utiliser. Tu lis presque du français. Ensuite, les valeurs manquantes. Croyez-moi, dans un vrai dataset, il y en a toujours. Panda les gère sans que tu écrives 50 lignes de code. Bref, c'est la première chose que tu ouvres avant de faire du machine learning. Alors concrètement, Panda te permet de faire quoi? Première chose, travailler avec des tableaux. Tu imagines un fichier Excel avec des lignes et des colonnes. Panda fait la même chose mais directement dans ton code Python. On appelle ça un data frame. Tu vas en entendre parler tout le temps. Deuxième chose, mélanger les types de données sans problème. Dans une même colonne, tu peux avoir du texte, des nombres, des dates, etc. Normalement, c'est compliqué à gérer, mais Panda s'en sort très bien. Troisième chose, filtrer et trier en une seule ligne de code. Tu veux par exemple récupérer seulement les lignes où la note est au-dessus de 15? C'est très simple. Tu l'écris et c'est fait. Pas besoin de boucle, pas besoin de conditions très compliquées. Dernièrement, peut-être la plus utile, gérer les valeurs manquantes. Tu connais ces cases vides qui apparaissent toujours dans tes données? Panda les trouve tout seul. Il peut les supprimer ou les remplacer comme tu veux. En résumé, tout ce qui te prendrait des heures sur Excel, Panda le fait en quelques lignes. Maintenant, il faut comprendre les deux éléments de base de Panda. La série et le data frame. Ne t'inquiète pas, c'est très simple. Une série, c'est juste une seule colonne. Par exemple, une liste de noms des étudiants ou une liste de notes. Une seule colonne avec un numéro pour chaque ligne, et voilà, c'est une série. Maintenant, un data frame, c'est quoi? C'est plusieurs séries mises ensemble. Tu prends ta colonne de noms, ta colonne de notes, ta colonne d'âge, et tu les rassembles. Ça te donne un tableau comme sur Excel. D'ailleurs, la plupart du temps, tu vas utiliser des data frames directement. Tu vas rarement créer une série toute seule. C'est le data frame qu'on manipule le plus. Retiens juste, une colonne seule, c'est une série. Plusieurs colonnes ensemble, c'est un data frame. Maintenant, on passe à la pratique. La première chose toujours, c'est l'importation des bibliothèques. On importe notre bibliothèque Panda ici. D'abord, on crée une série. Tu vois le code ici, c'est vraiment simple. J'écris pd.série et entre parenthèses, je mets mes valeurs. 10, 20, 30, 40. Et Panda fait tout seul le reste. Il donne un numéro pour chaque valeur. 0, 1, 2, 3. Tu n'as rien demandé, il le fait pour toi. Maintenant, en créant notre data frame. Ici, j'utilise un dictionnaire Python. J'ai ma clé nom avec mes 3 prénoms et ma clé âge avec les 3 âges. Ensuite, un seul appel. pd.dataframe, entre parenthèses data, c'est notre dictionnaire déjà créé. Et là, tu vois le résultat. Un beau tableau avec 2 colonnes, nom et âge, et 3 lignes. C'est exactement comme un tableau Excel, mais créé en 2 lignes de code. Et le plus beau, c'est que tu peux avoir autant de colonnes que tu veux. Tu ajoutes un clé dans ton dictionnaire et Panda ajoute une colonne. C'est très très simple. Maintenant, on va voir quelque chose que tu vas faire tout le temps. Charger un fichier CSV. Mais d'abord, c'est quoi un CSV? C'est un fichier texte, rien de plus.
Sauf que les données sont rangées comme un tableau. Et chaque valeur est séparée par une virgule. Tu peux l'ouvrir avec le bloc-notes si tu veux. Tu verras juste deux textes avec des virgules. Maintenant, pourquoi c'est si important en machine learning? Parce que dans la vraie vie, tes données ne sont pas dans ton code. Elles viennent de l'extérieur. Un fichier qu'on t'envoie, un dataset téléchargé en ligne, un export d'une base de données. Et dans les plupart des cas, ce fichier c'est un CSV. Donc il faut le lire, le transformer en dataframe comme on a déjà vu, et après tu peux travailler dessus. Et Panda fait ça en une seule ligne. On va voir tout ça en pratique maintenant. Alors voilà comment on charge un CSV avec Panda. Regarde, c'est une seule ligne. pd.read CSV. Et tu mets le nom de ton fichier entre guillemets. Ici, j'utilise un fichier de prix immobilier à Casablanca. Et pour voir le résultat, je fais juste pinch df. Et regarde ça ce que donne. Un tableau propre, bien organisé, avec le nom de colonne. Quartier, prix, surface, chambre, salle de bain, étage. Maintenant, regarde le fichier CSV d'origine. C'est juste du texte brut avec des virgules. Pas joli, pas lisible, pas pratique. Mais Panda a tout transformé en un seul instant. Les virgules ont disparu, les colonnes sont créées, les types de données sont reconnus. Tu passes d'un fichier texte illisible à un dataframe que tu peux manipuler. Et tout ça en une ligne de code. Avant de continuer, résumons ce qu'on a fait. Première étape, tu mets ton fichier CSV dans le même dossier que ton code. C'est important, sinon Python ne le trouve pas. Deuxième étape, tu utilises les CSV pour lire le fichier et le transformer en dataframe. Troisième étape, tu affiches le résultat pour vérifier est-ce que tout est bien passé. Trois étapes simples et tu as tes données prêtes à être utilisées. Maintenant, on va aller plus loin et commencer à explorer notre dataframe. Imagine que tu reçois un fichier avec des milliers de lignes. Tu ne peux pas deviner ce qu'il contient juste en regardant le nom. C'est pour ça, il faut absolument explorer tes données. Avant de faire le moindre traitement, tu dois comprendre ce que tu as entre les mains. Tu dois vérifier combien il y a de lignes et de colonnes. Tu dois savoir quel type d'informations tu manipules. Et tu dois surtout repérer s'il manque des valeurs dans certains cas. Si tu sautes cette étape, tes calculs seront faux. Panda est fait pour te simplifier la vie à ce moment-là. Même si ton fichier est énorme, Panda te permet de le parcourir très rapidement. Pour faire cette exploration, il y a 4 fonctions que tu vas utiliser tout le temps. La première c'est Head. Elle t'affiche les 5 premières lignes de ton tableau. Ça te donne un bon aperçu du début de ton fichier sans saturer ton écran. À l'opposé, on a TL. Cette fonction affiche les 5 dernières lignes. Ça te permet de vérifier si ton fichier s'est bien chargé jusqu'au bout. Ensuite, vient Describe. C'est la fonction idéale pour les colonnes qui contiennent des nombres. Elle te calcule automatiquement la moyenne, le minimum et le maximum. Enfin, tu as Info. Info te donne le résumé complet de ton tableau. Il te dit exactement combien de colonnes tu as. Il te montre le type de données pour chaque colonne et il t'indique s'il y a des cases vides. Avec ces 4 fonctions, tu as une vision claire de ton dataset avant de commencer à travailler. On va voir maintenant ce que ça donne en pratique. Ici, on utilise un exemple de prix de maison au Maroc. On tape simplement df.head dans notre code et Panda nous affiche directement un tableau très propre. On voit les noms de nos colonnes comme le quartier, le prix, la surface, etc. On a les 5 premières lignes qui s'affichent à l'écran. On remarque par exemple que les prix se sont en diamants. Ça nous permet de confirmer qu'on a bien chargé les bonnes informations. Pour voir la fin de notre fichier, on utilise df.shade. Là, on voit les lignes numéro 55 à 59. Les quartiers changent. On est maintenant par exemple sur Hay Hassani. Regardons la fin du tableau est important pour une raison simple. Parfois, les fichiers se coupent pendant le téléchargement. Si tu ne vérifies pas la fin, tu ne verras pas qu'il manque la moitié de tes données. Tail te permet de valider que ton fichier est complet. Passons à la fonction info. C'est la fonction qui te donne la carte d'identité de ton tableau. Dès la première ligne, tu sais qu'on a 60 lignes et 6 colonnes. Ensuite, Panda te liste chaque colonne avec son type de données. Tu vois que le quartier est du texte alors que le prix est un nombre entier. Le détail le plus important ici, c'est la partie non nulle.
Ça te dit combien de cases sont remplies pour chaque colonne. Si tu avais 50 au lieu de 60, tu saurais tout de suite qu'il y a des cases vides. En bas, ici, on a la taille que ce fichier prend dans la mémoire de notre ordinateur. Enfin, on a describe. Cette fonction ignore le texte et se concentre uniquement sur les nombres. Il te calcule automatiquement plusieurs statistiques. Le count te rappelle le nombre de valeurs remplies. La min te donne la moyenne. Tu as aussi les valeurs minimales et maximales. Regardons la colonne des prix par exemple. Tu vois tout de suite la différence entre le prix le plus bas et le plus haut. Ça te permet de repérer les valeurs étrangères. Si tu vois un prix à 1 milliard alors que les autres sont à 1 million, tu le vois ici. Tu n'as pas besoin de faire les calculs toi-même, Panda fait tout le travail. Maintenant que tu connais ton data, on va passer à l'étape suivante. Tu vas souvent avoir besoin de cibler des données précises. Imagine que ton tableau contient 50 colonnes. Tu n'as pas besoin d'afficher tout ça pour faire ton analyse. Si tu veux juste étudier les prix, tu vas isoler cette colonne. Panda te permet des méthodes très simples pour faire ce tri. On va voir 3 choses essentielles pour ça. D'abord, comment extraire une seule colonne. Ensuite, comment récupérer plusieurs colonnes en même temps. Et pour finir, on utilisera 2 outils qui s'appellent Lock et Lock. Ces 2 outils vont te permettre de sélectionner des lignes spécifiques. C'est une compétence que tu vas utiliser dans tous tes projets de machine learning. Maintenant qu'on a notre tableau, il faut savoir l'explorer. La première chose à faire, c'est de sélectionner les données qui t'intéressent. Si tu veux isoler une seule colonne, la syntaxe est très facile. Tu écris le nom du data, suivi de crochets avec le nom exact de la colonne. Ici, on demande la colonne des prix. Regardons les résultats en bas. Tu as le numéro du 0 jusqu'à fin, à côté de les valeurs. Ça te rappelle de quelque chose? C'est exactement une série, comme on a vu au début de la vidéo. Mais souvent, tu auras besoin de plusieurs colonnes en même temps. Par exemple, le quartier, le prix et la surface pour faire une analyse. Pour sélectionner plusieurs colonnes, tu ajoutes simplement un deuxième niveau de crochet. Tu mets une liste à l'intérieur de la première paire de crochets. Attention à bien respecter cette syntaxe avec le double crochet. Si tu regardes la sortie, tu vois qu'on obtient un nouveau tableau. C'est un data frame, mais plus petit avec seulement les 3 colonnes demandées. C'est vraiment utile pour réduire la taille de tes données. Passons maintenant à la sélection des lignes. Pour ça, Panda te donne 2 méthodes différentes, Lock et Ilock. Les deux permettent de récupérer une ligne, mais leur logique est différente. Lock sert à chercher avec le nom de l'index. Ici, on lui demande la ligne qui porte le nom 0. Ilock lui cherche par la position numérique, comme dans une liste classique. Dans notre exemple, la position 0 et le nom d'index 0 sont les mêmes. Le résultat est donc identique pour les deux. Tu récupérais toutes les informations de cette première ligne sous forme de série. Une fois que tu sais sélectionner des colonnes, l'étape suivante est de filtrer tes lignes. Quand tu charges un gros fichier avec des milliers de lignes, tu ne veux pas tout analyser d'un coup. Tu vas vouloir isoler une partie précise de tes données. Imagine que tu analyses des annonces immobilières. Tu ne veux pas regarder toutes les villes, tu vas cibler un quartier en particulier. Ou alors tu cherches uniquement les biens en dessous d'un certain prix. C'est exactement ça le filtrage. Tu imposes une règle et Panda garde uniquement les lignes qui respectent cette règle. Toutes les autres lignes sont mises de côté. Au niveau du code, la logique est très simple. Tu écris ta condition entre crochets jusqu'à côté d'un nom du tableau. On va voir ensemble comment écrire ces conditions. Voici comment appliquer un filtre sur du texte. On veut récupérer uniquement les annonces du quartier californien. Regarde bien la syntaxe à l'intérieur des crochets. On utilise un double égal pour dire égal à. C'est une erreur classique en Python de mettre un seul égal, car un seul égal sert à attribuer une valeur. Ici, on fait un test logique. Panda va parcourir chaque ligne et vérifier si le quartier est californien. Si la réponse est oui, il garde la ligne. Le résultat est un nouveau tableau contenant seulement ce qui nous intéresse. Pour les nombres, la logique est la même, mais avec des symboles mathématiques. Ici, on cherche les biens avec un prix strictement inférieur à 1 million de dirhams. Tu utilises simplement le signe inférieur. Tu peux aussi utiliser supérieur,
inférieur ou égal selon ce que tu cherches. C'est très utile quand il y a un budget fixe et que tu veux éliminer le reste. Panda fait le tri tout seul et t'affiche un tableau épuré. La vraie puissance de Panda, c'est de combiner plusieurs conditions. Imagine que tu veux les annonces à California et en dessous d'1 million de dirhams. Tu dois écrire chaque condition entre parenthèses. C'est très important de ne pas oublier ces parenthèses, sinon le code ne marchera pas. Entre les deux blocs, tu mets le symbole et commercial. Pour dire et, tu ne peux pas écrire le mot and ici. Il faut utiliser ce symbole. Le résultat est exactement ce que tu cherches. Tu n'as plus que les deux lignes qui respectent les deux règles à la fois. On sait maintenant sélectionner et filtrer un nom donné. La prochaine étape logique, c'est de modifier la structure de ton tableau. Parfois, les colonnes de ton fichier de base ne sont pas suffisantes. Tu vas devoir créer toi-même de nouvelles informations à partir de ce qui existe déjà. L'exemple le plus classique en immobilier, c'est le prix au mètre carré. Tu as la colonne du prix total et la colonne de la surface, mais tu n'as pas le prix au mètre carré directement. Il te suffit de diviser le prix par la surface pour créer cette nouvelle colonne. C'est une information clé pour comparer les biens entre eux. À l'inverse, tu auras souvent des colonnes inutiles dans ton fichier. Ce sont des colonnes qui n'apportent aucune valeur à ton outil. Dans ce cas, il vaut mieux les supprimer pour garder un tableau propre et léger. Voyons comment faire ces deux opérations en code. Créer une nouvelle colonne se fait en une seule ligne de code. Tu écris le nom de ta nouvelle colonne entre crochets, comme si tu voulais la sélectionner. Ensuite, tu lui donnes sa valeur avec un signe égal. Ici, on divise la colonne du prix total par la colonne de la surface. La force de Panda, c'est qu'il fait ce calcul tout seul pour chaque ligne. Tu n'as pas besoin de faire une boucle compliquée. Si tu regardes le tableau en bas, tu vois la nouvelle colonne prix par mètre carré qui est apparue à la fin. On ajoute souvent la fonction head juste après pour vérifier rapidement que le calcul est bon. Pour supprimer une colonne, on utilise la fonction drop. Tu lui donnes simplement le nom de la colonne que tu veux enlever. Mais il y a un détail très important à retenir ici. Il faut absolument ajouter ce paramètre-là. En Panda, l'axe 0 représente les lignes et l'axe 1 représente les colonnes. Si tu oublies ce paramètre, Panda va chercher une ligne qui s'appelle étage et il va se bloquer. Avec ce paramètre, il comprend parfaitement que tu parles d'une colonne. Le résultat est propre, la colonne des étages a bien disparu de notre tableau. Si tu travailles avec des données réelles, tu vas vite rencontrer un problème fréquent. Il y aura souvent des cases vides dans ton tableau. Quand Panda tombe sur une case vide, il n'écrit pas rien ou vide. Il affiche les trois lettres majuscules N, A, N, c'est-à-dire not a number. C'est simplement sa façon de te signaler qu'il manque une information. Tu pourrais penser qu'on peut ignorer ces cases et continuer. Mais c'est un piège quand on fait du machine learning. Les modèles d'intelligence artificielle ne savent pas quoi faire avec du vide. Si tu donnes un tableau rempli de NaN au algorithme, il va tout simplement planter. Il a besoin de chiffres ou de texte pour faire ses calculs. Tu dois donc absolument corriger ça avant toute chose. Pour régler le problème, tu as deux options principales. Soit tu décides de supprimer la ligne entière qui contient le trou, soit tu remplaces ce NaN par une valeur logique, comme un 0 ou la moyenne des autres valeurs. On va voir tout de suite comment faire ces deux manipulations en code. Avant de corriger le problème, il faut savoir où se trouvent les trous. Panda a une fonction très pratique pour faire ce repérage-là. Tu écris simplement ce ligne. Cette ligne demande à Panda de parcourir chaque colonne. Elle compte le nombre exact des cases vides et t'affiche le résultat. Donc on a au résultat le comptage des valeurs manquantes pour chaque colonne. La première solution est de supprimer les lignes problématiques. C'est la méthode la plus directe. Tu utilises cette fonction-là. Ce code prend ton tableau d'origine et enlève toutes les lignes qui contiennent une case vide. Le résultat est sauvegardé dans une nouvelle variable que j'ai appelée avec ce nom-là. Si tu regardes le tableau du bas, toutes les informations sont bien présentes. Le seul défaut de cette méthode, c'est que tu perds de la donnée. Si tu as un gros fichier avec très peu de trous, c'est la solution idéale. La deuxième solution est plus intelligente quand tu veux garder tes données.
Au lieu de jeter la ligne, on va remplir le trou avec une valeur logique. Pour ça, on utilise cette fonction-là. Regardons l'exemple précis. On cible uniquement la colonne des salles de bain. On dit à Panda de chercher tous les nains dans cette colonne. Et on remplace par le chiffre 1. Pourquoi 1? Parce que c'est le minimum logique pour un appartement. Plutôt que de supprimer toute la ligne avec son prix et sa surface, on a gardé les informations importantes. Une fois que tes données sont propres, tu vas vouloir les analyser. C'est là qu'intervient une des fonctionnalités les plus utiles de Panda, le group by. Pourquoi aurais-tu besoin de regrouper tes données? Imagine que tu as un tableau avec des milliers de lignes de maisons à vendre. Regarder le prix maison par maison ne te donne pas de vision globale. Tu veux plutôt savoir quel quartier est le plus cher en moyenne. Pour obtenir cette réponse, tu dois diviser ton tableau en groupes. Panda va rassembler toutes les lignes qui ont le même nom de quartier. Ensuite, elle fera un calcul spécifique pour chaque petit groupe séparément. Le fonctionnement en code se fait toujours en deux étapes. D'abord, tu appelles la fonction groupBy en lui disant quelle colonne utiliser pour créer les groupes. Ensuite, tu ajoutes la fonction mathématique de ton choix, comme la moyenne ou la somme. On passe à la pratique avec notre tableau de maison. Ici, l'objectif est de trouver le prix moyen quartier par quartier. Regardons bien comment on lit ce code de gauche à droite. La première partie, df.groupBy quartier. Ici, on a créé des groupes en se basant sur des quartiers. Ensuite, on cible spécifiquement la colonne des prix et on ajoute .min pour demander la moyenne. Le résultat est très facile à lire. Panda te donne directement chaque quartier avec son prix moyen. Tu peux identifier visuellement les zones les plus chères de la ville. On peut poser une question différente sans changer la structure du code. Ici, on veut savoir combien d'annonces existent par quartier. Le début est exactement le même. On groupe toujours par quartier. Mais à la fin, on remplace la moyenne par la fonction .size. Cette fonction compte les lignes dans chaque groupe. Tu vois par exemple qu'un NDF possède 4 annonces, tant qu'un FA possède seulement 3. C'est très utile pour voir où il y a le plus de ventes.